On sent bon les carnets, je vais revenir une fois de plus, non pas sur ce qu'on appelle intelligence artificielle, moi le mot intelligence, il est trop opaque et trop monolithe, monobloc, alors que ça marche pas comme ça, je dirais application générative, ce qui est pour moi plus intéressant parce que c'est qu'est-ce qu'on veut générer, en quoi ça génère ce qu'on pourrait faire soi-même mais qu'on n'a plus envie de le faire, ou bien au contraire qui est généré et qui va au-delà de ce qu'on aurait su faire, et en quoi ça nous confronte à de l'inouï ou pas, et immédiatement aussi en quoi les problématiques peuvent être différentes côté de l'image, statut de la photographie ou de l'illusion photographique par exemple, et de la génération textuelle. Et évidemment c'est des choses qui sont tellement compliquées et qui évoluent à une telle allure, on est tous convaincus évidemment que c'est un bouleversement majeur, mais comment aller voir avec des tout petits points, des tout petits détails, peut-être justement pour mesurer là ce qui bouge. Alors, juste prendre quelques petits points. Le premier point, comme unité de départ en gros. J'ai lu récemment l'autobiographie d'Elon Musk. Alors, je l'ai lu en anglais, en numérique sur mon Kindle, elle est traduite en français mais j'ai pas été voir. C'est pas la personne d'Elon Musk qui est intéressante, c'est la question de en quoi ces inventions, par exemple à San Francisco, quand vous vous promenez là devant là où s'est inventé Netscape, Firefox, là il y a une espèce de stèle, puis il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de noms là qui sont rejoints pour fabriquer cet outil informatique si complexe. C'est pareil quand vous regardez là les organigrammes de Photoshop, c'est des dizaines et des dizaines de noms qui sont des galaxies de noms qui sont formidables, qui sont la Terre entière. Et où est-ce, dans quel territoire on se retrouve là ces configurations. Et pour les inventions majeures d'Elon Musk, SpaceX, Tesla, au début PayPal, à chaque fois ce qui est fascinant c'est comment justement cette configuration d'inventeurs pluriels. Et là, y compris pour Tesla, en tout cas, plusieurs personnes, chaque fois une aventure singulière, et puis que celui-là qui est là, par contre, qui est capable de la prévision empirique et de l'arbitraire de fabrique, et qui est capable d'exercer un pouvoir, et à quel moment l'exercice du pouvoir est-ce qui solidifie et initie le mouvement vers ce qui donne justement Tesla ou SpaceX, ou le fait qu'il y ait PayPal. Et il le trouve devant lui, il le prend et puis se retire, mais ça lui donne ce capital. Bon, c'est pas la question, c'est la question à la fois du pouvoir et de la pluralité. Comment une seule figure, même si c'est celle de Steve Jobs, d'ailleurs c'est le même biographe qui a fait la bio de Steve Jobs et la bio d'Elon Musk, il y avait deux petits détails, parce que justement la question de la AI, intelligence, artificial intelligence ou intelligence artificielle est tout le temps présente. Elon Musk c'est partie des fondateurs là, de OpenAI et s'en est retiré. Puis l'intelligence artificielle, puisqu'elle intervient dans la plupart de nos outils, de nos applications, la moindre photo qu'on fait avec ce tout petit machin qui est totalement myope, mais qui reconnaît « Ah, il y a un bonhomme qui parle devant une caméra, alors je peux faire en sorte que ça ressemble à du net, alors que moi je vois pas du net. » C'est ça. C'était comment les Tesla peuvent se conduire elles-mêmes. Et c'est compliqué, puisque s'il y a un mort, on ne dit pas c'est beaucoup moins que la proportion de morts. Non, on dit c'est que l'informatique là a causé la mort de ce type-là. J'aille vite sur mon truc. Dans ces premiers essais d'autopilote, ça fonctionnait pour eux, c'était génial pour cette équipe-là de dizaines d'inventeurs, ces types qui codent avec l'autre là derrière là qui dort par terre dans son bureau et qui examine qu'est-ce que ça donne. Et donc l'expérience, c'est-à-dire comment ma bagnole peut venir me chercher chez moi, m'emmener au boulot. Et ils y étaient presque. Simplement, il y avait un endroit, un embranchement d'autoroute où la conduite automatique de la Tesla perdait les pédales.
C'était rien. C'est-à-dire, dans un virage, la succession des bandes blanches, à un moment, s'effaçait, était plus ou moins recouverte, et signalait aux ponts et chaussées. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, tout le monde prend le virage, il y a des milliers de bagnoles qui passent là. Et ouais, mais ça suffisait sur des milliers d'informations à ce que, à cet endroit, la Tesla requérait qu'on reprenne le volant. Et les types de Tesla ont été jusqu'à clandestinement aller repeindre la barre blanche, ce qui est ce qui est un paradoxe, puisque tu interviens sur le réel qu'il te revient de déchiffrer. Et là, pour moi, je ne vais pas amplifier ces trucs-là, mais vous allez voir, pour la question de la littérature, l'autre problématique là, d'Elon Musk, c'est pas dans son autobio, c'est tout le dernier quart de l'autobio, là, c'est sur ce rachat de Twitter qu'il a été contraint de faire malgré lui, en fait. Mais ça, c'est pas non plus ce que je cherche là à dire, mais les logiciels comme ChatGPT partent d'analyse du web il y a 3 ans pour GPT 3,5, il y a 1 an pour GPT 4, et donc se basent sur une masse énorme de données qu'on va pouvoir recomposer, mais qui ont été arrêtées à un temps précis. C'est-à-dire que les événements, les éléments, y compris ce qui vous concerne vous, qui n'étaient pas enregistrés ou enregistrables sur le web à ce moment-là, il y a 3 ans pour GPT 3,5, il y a 1 an pour GPT 4, eh bien, ne peuvent pas entrer dans la question, pas simplement de la compilation, mais de comment la synthèse peut produire quelque chose qui résonne avec le présent, qui fait que vous l'interrogez, que vous essayez. Alors, lui, Musk, est parti pour Twitter sur un autre principe, très proche justement aussi de ce qu'ils utilisent pour leur conduite automatique de Tesla. C'est sur Twitter, on a en permanence un flot de données qui renvoie à des liens vers le web, qui s'actualisent en permanence, à des liens vers l'actualité qui s'actualisent en permanence, etc. Donc au lieu d'indexer le web, on compile en permanence des données qui, elles, sont liées à une actualité immédiate. Alors, je n'entre pas aussi dans en quoi cet ensemble de données est une image fiable ou pas fiable du réel, ou manipulée ou pas manipulée du réel, ou en tout cas le fait de ne pas la manipuler, comment ça distord, etc. etc. C'est pas ça directement là, mais c'est juste sur ce fait que la génération, qu'est-ce que ça change pour elle, lorsqu'il s'agit en particulier, nous, de textes et de fiction, qu'elle s'appuie sur un ensemble qui a été arrêté et qui va pouvoir être recomposé, retouillé à l'infini, mais toujours à partir de sa limite, ou bien d'un ensemble plus instable, moins documenté, parce qu'il faut aller piocher beaucoup plus en profondeur, et que des articles en profondeur... il n'y a peut-être pas là beaucoup de personnes qui vont aller parler de Copernic et Galilée là dans les 10 derniers mois, alors que l'autre, la ressource arrêtée, elle intégrera une image historique beaucoup plus profonde et compliquée. Et là, c'est pareil, juste mettre ça en attente. Alors là, c'est juste ce truc de qu'est-ce qu'on attend? Justement, on n'attend rien. Beaucoup d'articles qui sont fatigants, parce qu'ils disent regardez, on lui demande ça et vous voyez comme le résultat est décevant. Ça, c'est pas une question, c'est pas parce que c'est décevant. Là, les premières bagnoles ou le fardier de Cugnot, ça remettait pas en cause, évidemment. Ça va, les premières locomotives, elles allaient moins vite que les chevaux, c'était beaucoup moins intelligent que les chevaux. Ça n'empêche pas que la locomotive,
elle représentait une chance d'évolution là où le cheval avait probablement mieux à faire que ces pauvres tâches auxquelles on contraignait une si noble espèce. Donc il faut toujours se défier de ça. C'est-à-dire par exemple ces applications génératives, elles sont conversationnelles. Ça veut dire que déjà, par exemple, Google, avec son application Bird, ou je sais pas quoi, que vous pouvez, ou Bard, je sais plus si c'est B-A-R-D, ouais, c'est pas une question, Google, c'est pas des barbus. Je pense aux grandes barbes là, des sages d'autrefois. Donc le Bard de Google fait que à la fois on peut l'interroger et les résultats sont moins intéressants que ChatGPT et même la version 3.5. Mais c'est là encore juste d'autres questions, pas ce qui nous intéresse là. Par contre, ça veut dire que quand vous faites une recherche internet. Recherche internet, c'est l'aiguille dans la meule de foin. Est-ce que vous êtes capable de nommer l'aiguille dans le fond de la botte de foin? Alors nous, on disait toujours, il y a la sérendipité. Ça, c'est formidable. Tu cherches quelque chose et tu trouves autre chose. Ça, c'est ce qui compte et ce qui est important. Et ça suffisait pour que la recherche web soit un déplacement de nos pratiques, de nos usages intellectuels. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire que tu indiques ton intention de recherche. Et la prise en charge conversationnelle de comment tu formules ta recherche fait que ça va aider, d'une part, à sa pertinence, d'autre part, ça va construire que les éléments de recherche ne soient pas ce que tu n'arrives pas forcément à formuler, mais la manière dont s'arborifie ce champ-là que tu cherches à ouvrir ou à définir, ne serait-ce que par la question. Est-ce qu'il y a un renversement aussi, pas cognitif, simplement, mais tu abordes le monde par la question. C'est totalement différent de quand tu abordes un truc sur Wikipédia, donne-moi la biographie d'un tel. Et ça, c'est rien que ça. C'est déjà. Alors, le conversationnel en tant que tel, moi, je suis pas un gros conversationnel ni dans la vie sociale, ni dans la vie privée. Ça m'intéresse pas forcément d'avoir des outils et qui me disent tu ou qui me disent vous ou que je dise ChatGPT s'il vous plaît ou ChatGPT fait ci. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est plutôt ce jeu-là de double rhétorique. Par exemple, ces applications génératives sont présentes. On peut traduire des textes avec ChatGPT. C'est par exemple, moi j'utilise un logiciel dit professionnel qui s'appelle DeepL. Je paye un abonnement, qui n'est pas si cher que ça fait 40 balles par an. Mais maintenant, si je peux faire ma traduction avec ChatGPT, les résultats sont très très élégants. C'est étonnant, c'est-à-dire les contraintes de style que je peux même pousser ou pratiquer avec ChatGPT font que les traductions sont sentent moins la machine que celle de DeepL. Mais DeepL, maintenant, intègre ces outils d'application générative. C'est-à-dire que si je cherche à traduire ça, elle va aller chercher la masse des traductions possibles, la masse des outils possibles, l'intention que je peux avoir en cherchant, si c'est un texte littéraire, si c'est un texte documentaire, etc. Et la réponse va s'élaborer comme ça. Par contre, où ça va être déceptif. Par exemple, c'est très curieux si j'entre un texte très formel de Gertrude Stein. Business at Baltimore, Business in Baltimore. C'est des textes qui, pour moi, sont d'une telle complexité grammaticale dans les jeux de renversement ou le she's dancing, que à traduire, j'allais dire manuellement, j'ai énormément de mal parce que je n'ai pas la possession syntaxicale et grammaticale de l'ensemble des cuisines et nuances qu'elle développe. Par contre, le logiciel, lui, va en convoquer, mais grand comme un dictionnaire. Ce qui fait que, très bizarrement, alors à la fois, il va se planter sur des trucs de masculin, de féminin, de pluriel, de singulier, que toi, de toute façon, tu vas devoir réarranger. Mais le texte, là, à partir d'un protocole qui convoque une complexité grammaticale énorme chez Gertrude Stein, va produire un texte contemporain très étonnant.
Par contre, si j'essaie d'utiliser le même truc pour H.P. Lovecraft, il va se servir de commencer la traduction d'une science-fiction traditionnelle, commencer, etc., commencer les usages littéraires moyens. Et pour moi, où c'est hyper dangereux, c'est-à-dire que le premier jet dont je vais disposer me donnera déjà un bassin de vocabulaire, alors que le premier bassin là, de traduction, c'est un outil pour moi totalement primordial. Et ensuite, un travail de syntaxe où je dois, et c'est là où je voudrais bifurquer, un travail de syntaxe qui est une respiration, un rythme, une question, une angoisse, etc., qui ça ne sont pas accessibles par l'application générative. Et là, c'est hyper dangereux. Pourquoi ? C'est parce que si je suis en train de réécrire un brouillon de vagues premier jet moyen, j'échapperai jamais au moyen où en même temps, ces outils-là, là j'avais un mail avec une personne là, qui de la maison d'édition là en Chine. Là, juste avant, c'était quelqu'un qui est en train de devenir un ami là, à Los Angeles pour des projets PERAC avec des étudiants là-bas. L'équipe de Los Angeles, il y en a plusieurs qui ne parlent pas français, donc l'habitude a été prise entre nous, que systématiquement, on envoie la lettre, chacun la rédige dans sa langue, mais elle est envoyée en bilingue, ce qui permet quand même justement de vérifier, de corriger, c'est-à-dire qu'on ne confie pas à l'autre de simplement, tiens, j'attends, je vais traduire ce qu'il vient de raconter. Donc, à la fois, on a une présence au niveau outil qui est extrêmement forte. À la fois. Alors, juste rester sur cet exemple de la traduction sur ce côté déceptif. Alors, c'est des discussions là, qu'on avait ces jours-ci, là, de personnes, je ne vais pas les citer, vous, ceux qui sont familiers là, de la petite bande, retrouveront facilement. Il y a évidemment des expérimentateurs là en ce moment de la fiction créée par ChatGPT. Alors je parle pas parce que dès que tu lis des articles aussi, qu'est-ce que nous emmerde. Alors évidemment, tu as envie de sortir Calépé un livre sur la technique d'application de machin comme ça. Ça va être tout compilé, tout machin truc, et puis immédiatement, toi, tu as juste à le remettre en forme et puis tu vas faire un bouquin et puis tu vas toucher des droits d'auteur. Non, de toute façon, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est en quoi ça permet d'aller dans l'inconnu, comme la science-fiction, comme Edgar Poe nous permet d'aller dans l'inconnu. Et moi, à chaque fois, il y a ce truc. Alors, d'une part, est-ce qu'on peut le faire dans le cadre de la linéarité ? Et une autre question qui est encore plus complexe, est-ce que c'est compatible avec l'idée du roman en tant qu'illusion de réel qui appelle le lecteur à considérer cette illusion comme réelle et fabriquer son rapport mental à des représentations via cet arrangement de langage. Et évidemment, nous aussi, déjà, dans la fiction, la masse de livres non linéaires, comme elle peut nous emmener plus loin. Je pense simplement, par exemple, Maison des Feuilles, un concept en 4 lignes. Quelqu'un achète une maison et s'aperçoit que l'intérieur est plus grand que l'extérieur. Mais simplement, à l'intérieur, tu as au moins 5 ou 6 strates narratives. Tu as des choses encadrées qui se répètent de page en page, qui font dans l'intérieur des pages une séquence autonome qui se développe. Tu as des questions verticales de marge. Je reviens pas à ce qu'est la Maison des Feuilles, mais par exemple, c'est la question du prompt. C'est-à-dire, si tu donnes une instruction, prenons ChatGPT, et tu lui dis, je vais voir une première vidéo que j'avais fait là-dessus, écrire quelque chose sur cette problématique ou ce thème. Il va le faire. Après, on peut dire, ok maintenant, mais cette question, si on la travaille au présent, d'accord. Maintenant, je te propose d'analyser grammaticalement, par exemple, 3 pages de Marcel Proust ou de Julien Gracq ou de Claude Simon, et est-ce que tu peux insérer les éléments stylistiques, là, par exemple, de Claude Simon dans ses suites de descriptions urbaines, pour retravailler mon texte de cette façon. Et
là, ce qu'on appelle, nous, cascade de prompt, c'est-à-dire en quoi le texte qui résulte va être constamment déceptif, mais la suite d'instructions que tu vas donner, toi, ce que tu vas pouvoir lire, c'est en quoi la construction mentale de tes instructions est ce que tu recherches en littérature. C'est-à-dire que l'objet littéraire, c'est pas ce qui est produit, mais la suite de ce que tu fabriques par la suite de demandes et comment tu peux les aiguiser et comment là aussi, est-ce qu'elles vont vers une asymptote ou pas. Et en tant que tel, c'est une autre gamme de questions. Mais cet espace, par exemple, des cascades de prompts, indépendamment des versions successives qui ont finalement probablement peu d'intérêt, comment tu peux les insérer dans l'objet final, donc non pas une fiction linéaire, mais ce jeu de l'auteur et qui peut devenir, lui, un élément de fiction à l'intérieur de la fiction. Et en ce sens-là, pour moi, c'est sûr que ces outils d'application générative textuelle ont, dans leurs usages de fiction, de toute façon, des choses importantes pour nous déstabiliser. Et rien que ça, ça suffirait. Mais il y a quand même autre chose. C'est que quel que soit ce qu'on lui demande, eh ben, tu reconnais. Qu'est-ce que tu reconnais ? Il y a des T, il y a des AV, il y a des structures. C'est que tu vois ce travail de fabrique d'après du connu. Et ce matin, justement, c'est ça qui est venu dans la discussion. Je me suis dit, tiens, ça, est-ce qu'on ne peut pas juste en parler ? C'est-à-dire, l'unité, on sait que les unités, évidemment, du texte, c'est la phrase, le paragraphe, la séquence, et puis après d'autres arborescences. Mais l'unité de phrase ou l'unité paragraphe peuvent sembler closes. Un début, une fin. Par contre, nous, notre univers d'atelier d'écriture, il y a des similarités. Par exemple, moi, en tant que là, depuis 6-7 ans, là, à travailler un ensemble arborifié de propositions d'écriture, ce qu'on fait là sur mon site avec les cycles, etc., c'est en quoi tu écris des protocoles de fabrique d'écriture et que ce qui résulte et qui constitue le corpus fictionnel, ce n'est pas toi développant cette fiction, mais l'ensemble des fictions qui peuvent se construire à partir de ce protocole fictionnel que tu as construit d'après une bibliothèque, d'après de la grammaire, d'après... Et l'ensemble de ces protocoles devient, là, ma part de l'écriture. Et pour l'instant, du point de vue de la théorie, on est bien seul dans ces questions-là. C'est pas là-dessus qu'on interroge les ateliers. C'est dommage. Revenir à ça, pour moi, quand on travaille en atelier, par exemple, parce qu'on travaille toujours et avec des exercices spécifiques, ça, c'est l'amont, la préparation. Qu'est-ce que tu demandes avant d'écrire ? Comment tu te fabriques toi-même avant d'écrire? Et que le temps d'écriture, c'est pas un temps, justement, là encore, quand autrefois il y en a qui disent « Ah, le retravail. » Mais non, c'est pas le retravail. C'est comment tu vas travailler en amont pour que le saut, en tant que tel, soit la forme et ce que tu imposes de ta forme. Quel rapport avec ChatGPT ? C'est que ce hors-champ, comment l'application générative pourrait faire que ce qu'elle nous produit intègre cet amont, alors que, est-ce qu'il y a une littérature ? En ce moment, je suis beaucoup, Rimbaud, Baudelaire, etc. Oh là là, je m'écarte pas, le soir, je lis Chateaubriand en ce moment. C'est en quoi un démarrage dès la première phrase, c'est pas la question d'incipit, c'est la question de ce qui s'établit et qui constitue un texte comme littéraire, intègre ce hors-champ, intègre cette absence qui fait que, justement, un hors-champ qui fait que le point rythmique, là, s'établit depuis un point focal en amont du texte. Indépendamment, quand la clôture, soit de la phrase, soit du paragraphe, elle est un pacte qui n'est pas « je réalise et voici le texte »,
Elle est un équilibre. C'est pas la question d'appeler ou d'en appeler à une figure de lecteur. C'est que la distension qui se crée entre le texte et son appel à imaginer crée un autre hors-champ où, bien sûr, le lecteur, mais toi-même, auteur, le premier, pour venir t'approprier là ce qui est en train de s'écrire, n'appartiendra pas au texte. Et comment, là, l'application générative, pour l'instant, dans ce qu'elle est capable de faire, vous voyez pourquoi ce petit bout de bande blanche qui manquait à Los Angeles, et que ces rigolos-là sont allés repeindre eux-mêmes, parce que la voiture pouvait, en gros, se déplacer et faire son insert dans l'autoroute, mais à condition que le réel ait été un petit peu préparé. Mais pour moi, ce truc-là, il est là. Il est hors de question de ne pas se préoccuper de ces questions-là d'application générative. Elles sont dans toutes nos applis, dans tous nos outils. Elles sont dans l'idée même de la recherche et de la documentation. Et elles sont là, elles forcent à s'interroger dans comment toi-même synthétises ces bribes que tu remodèles là pour faire surgir de l'inouï. Mais pour l'instant, cet inouï, peut-être que déjà ça nous contraint à le formuler dans quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler en tant que tel. En quoi l'écriture est une construction qui inclut son hors-champ, dans l'amont comme dans le pacte de lecture. Après, il y a une autre question. C'est, est-ce qu'on lit de la même façon? Quels sont nos besoins de lecture? On a besoin d'histoire. Mais notre besoin d'histoire, est-ce que c'est la reconfiguration ou la recompilation d'éléments d'histoire à partir de ce qu'il est possible de composer d'histoire à partir de la masse générale, soit fabriquée par GPT, soit de façon probablement plus intéressante par l'énorme masse de données de Twitter avec les équipes actuelles de Hicks et Elon Musk qui intègrent le présent et peuvent nous permettre de fabriquer de la fiction là comme possibilité de renversement du présent. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne envie de le faire? Simplement, bon, pour l'instant, eux, ils le mettent pas public. Mais on est capable de le faire, nous. On est capable de le faire avec quoi? Avec notre inquiétude, avec notre angoisse. Est-ce que tu es capable de dire à ChatGPT, construis un récit à partir de ton inquiétude? Et là, tu l'as. La question du hors-champ. Et alors, est-ce que ça nous rassure? J'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être qu'on a la sente très fragile, où on peut à la fois, nous, utiliser et réfléchir, tester ces outils génératifs, et à la fois, la classe. Elle appartient à qui, la classe? À nous, et probablement à celles et ceux qui travaillent les applications génératives elles-mêmes. Voilà. On refera des petits points comme ça. Là, c'est ce petit bout d'autoroute qui m'intéressait, et cette question du hors-champ, parce que ça fait plein de fois là, que je lis des textes comme ça, puis que j'en ai marre, là, des étaient, des avaient, des trucs, et puis sujet-verbe... Non, mais même si tu lui demandes... casse-moi sujet-verbe complément, le casse avec quoi? Bon, tu peux lui dire, tiens, voilà, je t'envoie là, un truc fou de Tarkos, réécrit, mais ce sera jamais aussi bien que Tarkos. Oh, mais c'est la question qui compte. Et là, les applications génératives, déjà, elles ont gagné. Tu commences par la question, au lieu que ce soit simplement l'énoncé de ta recherche qui permette à l'application de dire si tu cherches ça, moi je te réponds ça que tu n'avais pas prévu de chercher. Maintenant, c'est dire si tu poses cette question, c'est que tu cherches à aller par là et moi je vais t'emmener là. Et là, quand même, il y a un sacré dialogue à inventer. Si on a le temps, qu'est-ce que j'aime mieux faire ça?